Vous vous souvenez d'elle. Même si vous ne connaissez pas son nom par cœur, vous vous rappelez de son visage, de son accent, de cette façon qu'elle avait d'apparaître à l'écran et de tout arrêter net. Marlène Moreau était le symbole des années 90, une Française arrivée en Espagne qui a dominé la télévision d'une manière que personne n'a jamais réussi à reproduire. Et aujourd'hui, elle confesse qu'elle est restée 2 ans sans travail, que quelqu'un a emporté ses économies et qu'elle pleure en se rappelant ce qu'elle a vécu en coulisses. Comment une femme qui avait le monde à ses pieds en est-elle arrivée là? La réponse va vous laisser sans voix et vous fera peut-être repenser tout ce que vous croyez savoir sur la célébrité. Avant de continuer, j'ai besoin de vous demander une chose. Mettez le like sur cette vidéo maintenant. Pas après, maintenant. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui regardent sans s'abonner à la chaîne. Et ça fait mal, croyez-moi. Si vous voulez continuer à recevoir ce type de contenu, des histoires réelles sur des personnes que le monde a oubliées mais qui méritent d'être rappelées, cliquez sur s'abonner et activez la cloche, d'accord? Maintenant, plongeons dans cette histoire. C'était en 1986 et une jeune fille de seulement 17 ans, née à Neuilly-sur-Seine, l'une des villes les plus élégantes des environs de Paris, a participé au concours Miss France sans vraiment savoir ce qui l'attendait. Marlène Moreau n'a pas remporté le titre, mais elle en est sortie avec quelque chose de peut-être plus précieux, le titre de première dauphine et un regard différent sur elle-même. Sur ce podium, elle a découvert qu'elle possédait quelque chose qui ne s'apprend dans aucune école, une présence. Une de ces présences qui font que les gens s'arrêtent net dans ce qu'ils font juste pour la regarder. Après le concours Miss, elle est entrée dans le monde de la mode. Marlène a signé avec des agences prestigieuses comme VIP et Metropolitana et a passé 3 ans à défiler, à poser, à évoluer dans cet univers à la fois glamour et extrêmement cruel qu'est l'industrie de la mode. Mais elle n'était pas du genre à rester figée au même endroit. Elle avait une énergie inquiète, une envie d'aller plus loin que les podiums, de parler, de bouger, de communiquer avec les gens. C'est exactement cela qui l'a poussée vers la télévision et qui a complètement changé sa vie. En 1990, elle a fait ses premiers pas à la télévision française sur la chaîne M6, dans des programmes de contenu adulte comme Vénus, Émotion et Sexy Zap. À l'époque, ce type de programmation était courante à la télévision européenne. Ce n'était pas un scandale, c'était du divertissement. Mais ce que personne n'avait prévu, c'est que cette jeune Française allait utiliser cette porte d'entrée pour construire une carrière solide, intelligente et bien plus longue que ce que n'importe quel critique aurait parié. Marlène n'était pas seulement un joli visage, elle savait se réinventer. C'est lorsqu'elle a traversé les Pyrénées pour arriver en Espagne que l'histoire a vraiment commencé. La télévision espagnole des années 90 était un terrain fertile, vibrant, rempli d'émissions de plateau, d'humour et de divertissement populaire. Marlène s'est intégrée dans cet environnement comme un gant. Elle a commencé à apparaître dans des programmes comme El Semáforo, présenté par le légendaire Chicho Ibáñez Serrador, et est rapidement devenue l'un des visages les plus reconnaissables du petit écran. Les Espagnols ont tout simplement adoré cette Française exubérante, joyeuse et totalement dénuée de prétention. Le public masculin bavait devant elle, le public féminin l'admirait, ou du moins ne pouvait pas l'ignorer. Et la presse ne la lâchait plus. Elle est devenue couverture de magazines, sujet d'émission, thème de conversation. Au milieu des années 90, le nom de Marlène Moreau était synonyme de télévision espagnole. Elle était arrivée de l'étranger, ne parlait pas parfaitement espagnol, et pourtant elle a conquis tout un pays avec son charisme, sa sympathie et une authenticité qui la distinguait de tout ce qui l'entourait. Et ce n'était pas seulement de la beauté, il faut le préciser clairement. En 1995, alors qu'elle était au sommet de la célébrité, Marlène a fait quelque chose que très peu de gens attendaient. Elle a fondé l'agence de mannequins Body Bobbin en France. De cette agence sont sortis des noms comme Ingrid Chauvin, qui deviendrait plus tard l'une des actrices les plus populaires des feuilletons français. Cela en dit long sur qui elle était en dehors des caméras. Une femme avec de la vision, capable de repérer le talent chez les autres, avec une ambition qui allait bien au-delà des projecteurs. Toujours en 1995, elle a fait une autre chose inattendue. Elle s'est présentée aux élections présidentielles françaises. Oui, aux présidentielles. Elle est entrée dans la course sous l'étiquette du Parti pour la liberté et l'amour,
du présentateur Patrick Sébastien, avec un programme qui incluait, entre autres propositions, la distribution gratuite de préservatifs. A-t-elle été loin? Non. A-t-elle été prise au sérieux? Pas vraiment. Mais c'était courageux, audacieux et surtout très Marlène, quelqu'un qui n'a jamais eu peur d'être différente. Mais revenons en Espagne, car c'est là que l'histoire se concentre vraiment. Pendant toute la seconde moitié des années 90, Marlène a été une présence constante à la télévision espagnole. Elle est apparue dans des séries comme Hostal Royal Manzanares et Ni Contigo ni Cinti, a participé à des émissions de divertissement, donné des interviews, fait la couverture d'Interview, l'une des revues les plus vendues du pays, plus de fois que presque n'importe quelle autre femme de l'époque. Elle est devenue, sans exagérer, une légende vivante de la télévision ibérique. Et puis la vie privée est entrée en scène, parce que vie privée et célébrité restent rarement séparées très longtemps quand on est à ce niveau. La presse people espagnole a commencé à spéculer sur ces relations, et le nom qui revenait le plus souvent était celui de Pepe Navarro, l'un des présentateurs les plus célèbres d'Espagne à l'époque. Cela n'a jamais été officiellement confirmé, mais la rumeur était intense. C'est ce genre de commérage que personne ne peut prouver, mais auquel tout le monde croit un peu. En juin 2000, elle s'est enfin mariée, mais pas avec une célébrité. L'élu était Michel Guevara, un danseur cubain qui faisait partie de son univers artistique, mais qui vivait loin des projecteurs. En 2001, leur fils Gabriel est né. Pendant un temps, il semblait que Marlène avait trouvé son équilibre. Une carrière stabilisée, une famille fondée, un nouveau chapitre. Sauf que la vie obéit rarement au scénario qu'on lui écrit. En 2005, le mariage s'est terminé. Et la fin de cette relation a coïncidé avec l'un des moments les plus intenses de sa carrière. Car en 2004, quelque chose d'inattendu s'est produit et a complètement changé la perception du public sur Marlène Mourou. Elle a participé à Gran Hermano VIP, la version célèbre de Big Brother espagnol, diffusée sur Telecinco. Et elle n'est pas entrée pour faire de la figuration. Elle a gagné. Elle a remporté la première édition du programme, avec des audiences que Telecinco n'avait pas vues depuis des années. Soudain, cette Française que tout le monde connaissait déjà est devenue encore plus connue et plus aimée qu'avant. Ce fut le sommet. Le moment le plus haut d'une carrière déjà très élevée. Que fait-on après le sommet? C'est toujours la question la plus difficile. Et Marlène, malheureusement, a pris une décision qu'elle qualifierait elle-même des années plus tard d'erreur. En 2006, elle a participé à Superviviente, l'équivalent espagnol de Koh-Lanta, ce reality où les participants sont envoyés sur une île déserte et survivent dans des conditions extrêmes. Mais Marlène n'a pas tenu une semaine. Elle a été la première éliminée et sortie très tôt et a déclaré devant les caméras avec toute la franchise qui la caractérise « Ce n'est pas ma place ». Et vous savez ce qu'il y a de plus curieux? Elle n'avait pas tort sur sa place. Le problème, c'est que sortir ainsi, dès le début, de façon si abrupte, a donné une image de fragilité ou d'arrogance, selon qui regardait, que les médias espagnols n'ont pas facilement pardonné. Sa sortie de Superviviente a beaucoup fait parler et pas toujours gentiment. C'était le genre de situation qui, en coulisses, tout le monde sait qu'elle peut couler une carrière. Et, d'une certaine façon, c'est ce qui s'est passé. Après cela, Marlène a progressivement disparu des écrans. Ce n'était pas une chute soudaine et dramatique, c'était cette disparition graduelle qui arrive, quand les médias trouvent la prochaine nouveauté et s'en vont sans prévenir. Les apparitions se sont faites de plus en plus rares, les couvertures de magazines espacées, les interviews ponctuelles, mais elle n'a pas arrêté. Elle est retournée en France, a développé un nouveau spectacle de cabaret appelé Paris Latino, l'a créé en 2011 au traditionnel La Nouvelle Ève à Paris, et a tenté de se réinventer une fois de plus. Il est impossible de ne pas ressentir une boule dans la gorge en pensant à cette période de sa vie. Une femme qui avait été le centre d'attention d'un pays entier, qui avait gagné le plus grand reality show de la télévision espagnole, qui avait possédé une agence de mannequins, qui s'était présentée à l'élection présidentielle, se voyant obligée de tout reconstruire à zéro, dans un autre pays avec un public qui n'était plus le même. Mais Marlène l'a fait. Et cela, convenons-en, en dit long sur le type de personne qu'elle est. Les années suivantes, elle a partagé son temps entre Madrid et Paris, jouant dans des pièces de théâtre, se produisant dans des salles de spectacle, collaborant ponctuellement à des émissions de télévision. En 2013, elle s'est produite à la Sala Scala Cabaret de Benidorm.
En 2017, elle a de nouveau fait parler d'elle en posant pour le magazine Primera Línea. Et elle a alors admis quelque chose que le public n'attendait pas, que participer à des reality shows et à des programmes de commérage avait été une erreur. Quelle rare honnêteté dans le monde du divertissement. Mais ce qui a vraiment tout arrêté, et que beaucoup de gens ignorent, c'est ce qu'elle a révélé lors d'une interview émouvante dans l'émission espagnole Y ahora son sol, sur Antena 3. Marlène a brisé le silence et a raconté entre les larmes le harcèlement qu'elle avait subi lors des castings quand elle était jeune. Elle a prononcé des mots qui restent en tête. Tuve que salir corriendo para que no me violasen. J'ai dû m'enfuir en courant pour ne pas être violée. Une confession lourde, courageuse, qui remet en perspective tout ce qui se cachait derrière cette image glamour, une femme qui luttait pour survivre. Elle a raconté que dans les années 90, le harcèlement était normalisé en coulisses du monde du divertissement, qu'il y avait des castings qui se transformaient en pièges, où on lui demandait des scènes osées sous prétexte d'obtenir un rôle, qu'elle avait dû développer une armure émotionnelle pour naviguer dans un environnement qui aurait dû être professionnel, mais qui souvent ne l'était pas. Et le plus douloureux, elle a commencé à travailler très jeune, à poser nue pour la première fois à 18 ans pour acheter sa propre maison, car elle voulait devenir indépendante sans rien demander à ses parents. Marlène a également révélé quelque chose sur sa vie familiale que peu de gens savaient. Elle a dit que sa mère et sa sœur ne l'avaient jamais acceptée telle qu'elle était. Une confession qui humanise différemment quelqu'un que le monde voyait uniquement comme un symbole sexuel. C'est sa grand-mère qui l'a élevée. Et c'est sa grand-mère qui lui a appris à valoriser la solitude, à ne pas avoir besoin d'une validation constante. Ma grand-mère était divorcée et m'a appris à être seule, à vivre la solitude sans me sentir mal, a-t-elle dit. Combien de couches existe-t-il chez une personne que le monde pensait connaître? Et le mariage? Le divorce avec Michel Guevara en 2005 a été douloureux, mais Marlène ne s'est jamais jetée dans de nouvelles relations simplement par peur de la solitude. Dans des interviews récentes, elle est directe. Mes relations ne durent normalement pas plus de 3 ans. Elle dit qu'elle aime être seule, qu'elle se sent bien comme ça, qu'elle préfère peindre, coudre, vivre en paix plutôt que forcer une relation qui ne fonctionne pas. Il y a quelque chose de très honnête là-dedans, et aussi de très solitaire, convenons-en. Mais pendant que Marlène naviguait dans cette phase plus discrète de sa vie, une étoile naissait juste à ses côtés. Son fils, Gabriel Guevara, fruit de son mariage avec le danseur cubain, a commencé à émerger comme acteur. Et pas n'importe comment. Gabriel est devenu l'un des jeunes acteurs les plus prometteurs d'Espagne, avec des rôles marquants qui l'ont placé sur le radar international. Marlène, qui avait toujours été la protagoniste, a commencé à partager les projecteurs avec son fils, et on pouvait voir sur son visage qu'elle préférait cela. C'est l'une de ces tournures de la vie que la fiction ne peut pas inventer. La femme qui a été le symbole d'une génération entière voit son fils devenir le symbole de la suivante. Marlène parle de Gabriel avec une fierté qui déborde dans chaque interview. Ce n'est pas la fierté performative de celle qui veut apparaître, c'est la fierté silencieuse de celle qui sait que, malgré tout ce qui a mal tourné, quelque chose a très bien tourné. Et pour elle, cela vaut plus que n'importe quelle couverture de magazine. Seulement, avec le temps, la situation financière est devenue préoccupante. Dans des déclarations récentes, Marlène a confessé quelque chose de choquant. Elle est restée 2 ans sans travailler. Et plus encore, elle a dit que quelqu'un avait emporté ses économies. Elle n'est pas entrée dans les détails sur qui ou comment, mais cette déclaration a suffi à émouvoir les fans qui la suivent depuis des décennies. Une femme qui a eu une agence de mannequins, qui a gagné des fortunes à la télévision, en train de dire que ses économies ont disparu. C'est triste et c'est réel. Et ici, je dois être honnête avec vous qui regardez. C'est le côté de la célébrité que personne ne montre dans le documentaire Glamour. La vitesse à laquelle l'argent disparaît quand la célébrité disparaît. La facilité avec laquelle les gens autour profitent quand vous êtes au sommet et disparaissent quand vous n'y êtes plus. Marlène n'est ni la première ni la dernière à traverser cela, mais cela ne rend pas l'histoire moins lourde. Au contraire. Cela dit, il est important de le préciser. Marlène ne s'est pas laissée abattre. Elle n'est pas restée chez elle à attendre que le monde se souvienne d'elle. En 2023 et 2024, elle est retournée sur scène avec le spectacle Rêve Cabaret, un musical avec des touches autobiographiques sur une artiste de cabaret.
Elle a elle-même déclaré que le spectacle contient des parties de sa propre histoire. Elle l'a présenté dans plusieurs villes, y compris à Madrid, la ville qu'elle considère comme sa maison, même si elle est française, parce que c'est ce qu'est Marlène, quelqu'un qui n'abandonne jamais. Sur les réseaux sociaux, elle maintient une présence modeste mais constante. Sur Twitter X, elle compte plus de 86 000 abonnés. Sur Instagram, un nombre plus discret mais avec des interactions sincères. Elle poste des photos du quotidien, des vidéos pleines d'humour, des moments personnels. Et les fans qui sont restés, les vrais, ceux qui la suivent depuis les années 90, répondent avec une affection authentique. Il y a quelque chose de très beau là-dedans. La fidélité de ceux qui n'ont pas suivi une image, mais une personne. L'une des choses qui m'impressionne le plus dans l'histoire de Marlène, c'est la conscience qu'elle a d'elle-même. Elle ne blâme pas le monde pour tout. Elle admet ses erreurs. Avoir participé à des reality shows de survie, s'être éloignée de la télévision pendant des périodes trop longues, peut-être ne pas avoir bien géré son argent. En même temps, elle ne se punit pas. Elle parle de la vie avec une légèreté de quelqu'un qui a déjà suffisamment souffert pour savoir qu'il ne sert à rien de porter des poids inutiles. Quelle phase de la vie vous apprend cela? Parce qu'elle l'a clairement appris. Aujourd'hui, Marlène Moreau a 57 ans. Elle reste belle. Pas de la beauté artificielle que l'industrie exige, mais de la beauté réelle de quelqu'un qui a vraiment vécu. Elle continue en Espagne, continue sur scène quand l'occasion se présente, continue d'être elle-même avec une constance que très peu de gens parviennent à maintenir après des décennies dans la vie publique. Elle ne s'est pas transformée en caricature d'elle-même. Elle n'a pas essayé de faire comme si les années n'avaient pas passé. Elle a simplement continué d'exister. Et parfois, c'est l'acte le plus courageux de tous. Alors que nous dit l'histoire de Marlène Moreau? Peut-être que la célébrité est empruntée, mais que la personne vous appartient, que le monde vous consume avec voracité quand vous êtes au sommet, et vous oublie avec la même vitesse quand vous en sortez. Que derrière chaque symbole sexuel, chaque icône pop, chaque muse que la télévision crée, il y a une femme avec des peurs, une famille difficile, des relations qui ne durent pas, du harcèlement subi en silence, de l'argent qui disparaît et un fils qui grandit. Et que peut-être la plus grande erreur que nous commettons en tant que public est de ne jamais demander comment cette personne va vraiment. Marlène Moreau n'a pas eu une fin tragique au sens littéral. Elle est là, elle est vivante, elle se bat. Mais elle a connu le type de fin que la plupart des muses connaissent. L'oubli progressif, la nostalgie sans retour, la sensation que le monde qu'elle a construit a été démantelé sans prévenir. Et pourtant elle sourit, elle se produit, elle parle de son fils avec fierté et dit qu'elle a appris à aimer la solitude. Vous qui l'avez suivie dans les années 90 ou qui découvrez son histoire maintenant, que pensez-vous? Le monde a-t-il été juste avec Marlène? Dites-le moi en commentaire et n'oubliez pas, like, abonnement et cloche. À la prochaine.